Bonjour à tous et bienvenue au jeudi de la recherche paramédicale pour cette rentrée 2021. Ce jeudi de la recherche donc, est ma vie de chercheur qui sera animé par Théophile Marquis, qui est étudiant à l'IFM4 de Brest. Je vais le laisser se présenter et vous présenter son projet. Avant, je vais prendre la parole quelques secondes simplement pour vous faire un petit point technique sur l'utilisation du webinaire. Donc, le webinaire est en écoute seule. Le son est coupé, vous ne pouvez pas prendre la parole. Par contre, vous pouvez soit utiliser l'audio de l'ordinateur, soit un appel téléphonique si l'audio ne fonctionne pas bien. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la zone questions pour pouvoir poser les questions. Je les relayerai après votre intervention. Hop, j'ai un problème de diaporama. L'intervention de Théophile est enregistrée et tout le webinaire sera diffusé sur YouTube, disponible sur la chaîne du CHU d'Angers, sur la page du réseau recherche et innovation paramédicale du GIRSI Grand Ouest. Donc, si vous souhaitez voir et revoir ce webinaire, vous pouvez y accéder sur la chaîne YouTube. De ce fait, vous donnez autorisation, si vous prenez la parole, de l'enregistrement de vos noms, prénoms et de toutes données que vous communiquerez. Pour avoir plus d'informations, vous avez dans les documents à distribuer un PDF qui vous résume en fait les droits accordés, cette autorisation d'enregistrement. Voilà, je laisse la parole à Théophile qui va nous présenter son projet de recherche. Tac. Alors du coup, j'espère que ça marche. Tac. Je vais le mettre en plein écran. Ça marche bien pour tout le monde? Alors, Ça marche? non, attends. Oui, c'est bon. C'est bon? Merci. Nickel. Alors du coup, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis content de participer à ce jeudi de la recherche paramédicale auquel on m'a proposé de participer la semaine dernière, du coup, pour présenter mon projet. Du coup, je suis accompagné aujourd'hui de mon directeur de mémoire, Marc Beaumont, que je remercie d'être là. Et je vous présente aussi du coup Hulk, que j'ai ramené avec moi. C'est mon compagnon des présentations que j'essaie de rendre le plus dynamique et le plus ludique possible. Euh, tac. Pour me présenter rapidement, du coup, je m'appelle Marquis Théophile. Je suis un étudiant en dernière année à l'école de kinésithérapie de Brest. Du coup, le projet de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui s'inscrit dans mon mémoire de recherche de fin d'études. Euh, donc, je ne suis pas encore un expert du tout dans le domaine de la recherche. Je suis accompagné d'une équipe qui m'a bien aidé. Mais aujourd'hui, le but, c'est que je vous présente du coup ce que j'ai pu réaliser pendant cette première année d'initiation à la recherche, la suite du projet, et par là même, du coup, vous inviter éventuellement à prendre part à des projets de recherche ou vous inciter à continuer à le faire si vous le faites déjà. Du coup, mon mémoire de recherche, moi, porte sur un test kinésithérapique qui s'appelle le CKCUEST, que j'appellerai CKQuest par la suite pour plus de facilité. Donc, c'est un test de performance physique qui a un nom un peu compliqué, je vous l'accorde. J'ai mis juste après une petite vidéo pour qu'on soit tous d'accord et pour vous l'expliquer. Donc le CKCUST, c'est un test qui s'effectue les deux mains positionnées au sol via deux bandes séparées de 91 cm. Le patient va venir toucher alternativement le plus de fois possible l'une de ses mains puis l'autre, le tout dans un temps de 15 secondes. Donc le patient va réaliser cet essai 3 fois avec un temps de 45 secondes entre chaque essai et on retiendra le meilleur score des 3 essais. Donc, si on veut simplifier, le CK-Quest, c'est un test qui évalue les performances physiques du complexe articulaire de l'épaule. Ce test, il va nous donner un score
Et ce score va nous permettre globalement de savoir si la rééducation qu'on conduit se déroule bien ou pas. Il faut savoir que c'est un test qui a été validé dans de nombreuses populations, surtout des populations sportives, mais aussi dans des populations plus sédentaires, plus classiques entre guillemets. Euh, c'est un test qui a été présenté comme fiable et valide. Également, c'est ce qui nous intéresse pas mal. Il est présenté dans la littérature comme ayant la capacité de prédiction de certaines pathologies de l'épaule, notamment les conflits acromioclaviculaires, ce qui ouvre potentiellement la voie de la prévention en kinésithérapie. Donc c'est un test qui a beaucoup d'atouts, mais jusqu'à peu, il restait une question, et cette question, c'était comment on pouvait comparer deux patients, par exemple la personne âgée qu'on peut voir sur la gauche, avec la personne âgée qu'on peut voir sur la droite, parce qu'elles se situent probablement dans la même tranche d'âge, mais elles ont, comme on peut le voir, pas du tout les mêmes capacités physiques, et jusqu'à peu, il n'y avait aucune donnée dans la population dite sédentaire qui permettait de comparer le score de deux individus entre eux. Donc l'un des moyens de répondre à cette question, c'était de trouver une équation prédictive du score qui permettrait de comparer le résultat attendu pour un patient par rapport au score qu'il effectue réellement. Donc pour pouvoir avoir une équation prédictive du score, il faut isoler un certain nombre de variables. Je rappelle à l'ordre Hulk et son compère Mark Ruffalo pour faire part avec vous de toutes les variables qui peuvent paraître intéressantes dans l'évaluation du score. C'est en fait les deux mêmes personnes, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'univers Marvel, mais on va essayer de trouver les différences entre ces deux individus quand même aujourd'hui. Donc la première différence qui saute aux yeux, ça va être une différence d'envergure musculaire et ou de force musculaire. La première hypothèse, c'est que les différents coupes de force des muscles de l'épaule peuvent intervenir comme variable dans le score au CK Quest. Ensuite, étant donné que le test s'effectue les deux mains positionnées au sol avec une longueur qui est prédéfinie de 91 cm, il paraît aussi intéressant de se demander si l'envergure des bras et la longueur des membres supérieurs n'est pas une variable également qui entre en jeu dans le score final. La force et l'endurance des muscles abdominaux-lombaires, étant donné que le test s'effectue dans une position proche de la position de planche, comme on peut le voir à droite, semble également être une donnée à prendre en compte. Le type d'activité et ou le nombre d'heures pour lesquelles le patient effectue cette activité dans la semaine peut être également une variable importante. On voit qu'on a plutôt un sport de type haltérophilie, musculation à gauche, versus un sport type endurance qui utilise les membres supérieurs à droite. Donc probablement aussi que cette activité, comme elle n'utilise pas les mêmes patterns moteurs, influencera le score final au CK Quest. Le poids de la personne, étant donné encore une fois que le patient effectue le test au sol et qui porte une partie de son poids, semble également être une variable qui peut avoir une incidence sur le score final. De même que le sexe, puisque le sexe va influer sur certains paramètres articulaires, certaines valeurs de force, d'endurance. Donc c'est une donnée qu'il faut éventuellement prendre en compte, de même que l'âge du patient, puisqu'on sait qu'à différents âges donnés, les patients n'ont pas les mêmes capacités à supporter une charge, à réaliser une tâche. Donc c'est quelque chose qui là aussi est à prendre en compte. Enfin, comme on peut le voir dans la vidéo, il y a une variable qui est la motivation de notre patient, son état du jour, son envie de réaliser le test, qui est plus difficile à évaluer scientifiquement, mais qui, bien évidemment, est une donnée à prendre en compte lorsqu'on effectue un test avec un score. Donc, ce qui ressort de toutes ces hypothèses, ce qu'il est ressorti de ces hypothèses il y a 2 ans, c'est qu'il fallait conduire une étude clinique qui permettrait de valider ou d'invalider ces différentes hypothèses pour connaître les variables qui avaient réellement une incidence sur ce score. Donc, c'est ce qu'a pu faire un de mes collègues, Hugo, dans une première étude. Hugo, lui, il s'est concentré sur les données anthropométriques, notamment le poids de la personne, l'âge, l'envergure des bras, sur une population de 18 à 25 ans qui correspondait aux étudiants de la faculté de médecine. Hugo, il a rajouté à ça un score d'activité physique, le GPAQ, donc c'est un questionnaire
déclaratif rendu par le patient sur son niveau d'activité physique. Et sur 82 patients, même si j'ai la petite vignette qui m'enlève, sur 82 patients. Donc, ce qui ressortait de cette première étude, c'est qu'on avait trois variables qui semblaient influer le plus sur le score final. On avait le poids de l'individu, l'envergure des membres supérieurs et le sexe de l'individu. Donc, Hugo, il a pu isoler une première équation, ce qui était déjà un grand pas dans la qualité de ce test scientifiquement. Mais cette équation-là avait un coefficient de détermination à 0,51. Pour simplifier, le coefficient de détermination, plus ce coefficient se rapproche de 1, plus la probabilité que l'équation prédise le score réel de l'individu est proche de 100%. Donc, si on traduit ça, ça veut dire qu'on avait, avec l'équation d'Hugo, 49% de chances que l'équation en question ne prédise pas le score réel du patient. Ça a conduit à devoir faire une revue de littérature pour isoler et trouver dans la littérature scientifique des variables qui seraient intéressantes et pertinentes à inclure dans une seconde étude. Donc c'est ce que j'ai réalisé en début d'année dernière, une revue de littérature qui m'a permis globalement de retrouver principalement deux types de variables qui étaient pour la première les données de force musculaire de l'épaule et des tests spécifiques de l'endurance abdomino-lombaire qui semblaient deux variables prometteuses à étudier en plus de celle d'Hugo dans une seconde étude. Donc c'est le but de l'étude que je vais devoir conduire cette année euh, en reprenant les variables initiales du coup qu'avait pu étudier Hugo sur une population beaucoup plus vaste de 18 à 50 ans qui correspondrait aussi à une population sur laquelle il serait intéressant éventuellement de faire de la prévention derrière, en ajoutant du coup des données sur la force musculaire du complexe de l'épaule, des tests spécifiques de l'endurance abdominolombaire, et le tout sur une population plus vaste de 247 patients, puisqu'on étudie plus de variables, 9 si on les décompose, et également car les données, les gold standards de calcul statistique sur le nombre de patients ont évolué depuis la première étude. Il faut savoir que 247 patients, c'est beaucoup, mais c'est ce qui ferait aussi la force de cette étude, puisque du coup, la puissance de cette étude augmente clairement par rapport à la première. Le but de cette seconde étude, il est le même que celui qu'avait Hugo à la base. Il est en fait d'enrichir le modèle existant de ce test, le CKQuest, de données scientifiques, pardon. Il est en fait de pouvoir établir des cut-offs ou des seuils à partir duquel nous, kinésithérapeutes, on peut dire à notre patient que l'on peut passer d'une phase de rééducation à une autre, qu'il peut reprendre une activité physique et ou une activité professionnelle donnée, et de pouvoir faire des conclusions par rapport à des normes clairement établies. Du coup, le parcours qui m'a amené à cette étape, parce que je suis à mi-chemin dans cette recherche, c'est un parcours qui était pas linéaire, dans lequel j'ai bien été guidé par l'équipe qui m'entourait. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ça a commencé par une revue de littérature qui est là pour permettre de savoir si l'étude qu'on va conduire est intéressante ou si on a déjà des réponses à nos questions dans la littérature scientifique. Par la suite, j'ai pu du coup m'entretenir et faire beaucoup de va-et-vient avec mon directeur de mémoire. J'ai pu m'entretenir avec des statisticiens pour leur proposer cette étude, voir avec eux le nombre de patients idéal, le type d'études scientifiques à réaliser pour avoir les résultats que l'on recherche. Il a fallu continuer à enquêter sur PubMed, pouvoir écrire un ou plusieurs, dans mon cas, protocoles de recherche pour pouvoir ensuite euh, répondre à des appels d'offres, celui du GIRC pour ma part et du CHU de Brest, leur proposer mon projet, sa viabilité, les intérêts potentiels et les retombées attendues, euh, ce qui, euh, ce qui nous amène à l'étape à laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est à la veille d'inclure nos premiers patients. On attend les résultats du comité de protection des personnes. Et normalement, cette année, on devrait avoir les premiers résultats qui apparaissent
J'aurais peut-être pas le temps d'inclure les 247 patients, parce que ça fait beaucoup. Mais normalement, un collègue à moi pourrait potentiellement reprendre le flambeau de cette étude par la suite pour son propre mémoire de recherche. Si je profite de cette première année d'initiation, on va dire, à la recherche, pour faire une petite rétrospective des bénéfices et des retombées que ça a pu avoir sur mon travail. Je dirais que le premier avantage que je vois à avoir pu mettre un pied dans la recherche, c'est de pouvoir trouver plus facilement des réponses à des questions que l'on peut tous se poser dans notre pratique courante, dans nos métiers respectifs. C'est carrément intéressant d'être au cœur même de l'équipe qui permet d'en savoir plus sur des questions qu'on peut se poser. Euh, J'irais même au-delà, je dirais que je vois la recherche aussi comme une manière de réfléchir, d'envisager les choses, d'essayer de vérifier ce que l'on dit, ce que l'on propose, de proposer des choses qui soient scientifiquement établies. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de faire comme ici, un protocole clairement établi avec des inclusions patients. Pour prendre part à la recherche, c'est déjà une manière de rechercher, de s'informer, de trouver une information et aussi du coup de mieux savoir par la suite distinguer le vrai du faux parmi la masse d'informations dont on dispose aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs dans nos métiers respectifs ou dans les informations plus courantes, comme ça peut être le cas lorsqu'on a été baigné dans les informations autour du Covid, par exemple, l'année dernière. La recherche, pour moi, je dirais que c'est aussi être capable d'innover, de faire évoluer sa manière de prendre en charge les patients, d'essayer de trouver comment améliorer et faire évoluer nos prises en charge. Donc, c'est améliorer sa propre pratique. Je dirais qu'il y a aussi un côté altruiste, puisque derrière, les retombées scientifiques que l'on peut partager par des publications ou des modalités beaucoup plus simples, comme c'est le cas aujourd'hui, permettent de faire avancer tout notre corps de métier et éventuellement d'autres acteurs de santé. Donc, on a ce côté aussi évolution de la profession qui est carrément intéressant, je trouve, pour ma part. En dernier point positif que je vois, c'est vraiment de collaborer et de pouvoir collaborer avec d'autres acteurs de santé et aussi des métiers autour du métier de santé. J'ai pu évoquer les statisticiens tout à l'heure au début de ma présentation. C'est toujours intéressant d'avoir le retour d'autres professions, que ce soit médicales, paramédicales ou autres, pour prendre du recul sur ce que l'on va faire, avoir leur avis et c'est intéressant de travailler avec eux et d'avoir le retour aussi de gens plus experts, comme ça peut être le cas avec mon directeur de mémoire, par exemple. Finalement, la seule contrepartie que je vois, c'est que c'est un parcours, comme j'ai pu le dire, qui est pas linéaire, qui demande de l'investissement, qui peut être usant par moment. C'est pas la voie la plus facile, mais comme tout travail et comme tout projet qui demande de l'investissement, on a beaucoup de retours positifs, comme j'ai pu les présenter juste avant. Et c'est une expérience qui est très enrichissante et que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. C'est la fin du coup de ma présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous propose, comme on a quelques minutes pour échanger, si vous avez des questions à me les poser, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Et peut-être que je peux arrêter le Merci partage. Théophile pour ton intervention. C'est une présentation très claire et je te remercie pour l'apologie autour de la recherche. Je trouve que tu as dressé une très belle image en fait de ce que peut être la recherche et à quoi ça peut servir effectivement. Donc merci pour ta présentation. Est-ce que vous avez des Avec questions? plaisir. N'hésitez pas à les poser. Donc j'ai déjà une première question de Pascal Mancheron. Oui, Bravo, remarquable prestation avec une clarté du propos et une réelle capacité de vulgarisation scientifique. Sujet passionnant, même pour des non-initiés. Belle dynamique de recherche. Ce n'était pas une merci question, beaucoup. simplement une remarque. Ça me va aussi. Mais Merci. bravo. Je trouve aussi remarquable la dynamique qui s'est installée entre, du coup, votre l'IFMK de Brest et puis le CHU pour monter des études qui soient à ce point en fait abouties auxquelles vous pouvez participer et participer d'année en année en fait en faisant vivre ce projet.
Il y a une belle dynamique qui te permet en fait vraiment de mettre un pied, je ne sais pas si tu le ressens comme ça, mais un pied dans la recherche qui est Mm. particulièrement enrichissant. Si, hein, carrément, c'est une chance. On n'est pas beaucoup, même si c'est une chance dans la promotion, à pouvoir participer à des projets de recherche. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on a le côté terrain via nos stages, mais on a aussi le côté étudiant. Donc avoir la recherche par-dessus, ça permet de, comme je l'ai dit, d'aborder une manière de voir les choses et de réfléchir qui est carrément intéressante, en plus de participer à des projets qui nous dépassent un peu entre guillemets et qui ont des retombées aussi assez formidables, hein, parce qu'Hugo, pour sa première étude, va être publié ou est en train d'être publié, donc c'est une chance, c'est une chance, c'est une chance à ce stade-là de notre carrière entre guillemets, quoi. Tout à fait. Et tu me disais tout à l'heure, du coup, c'est les services qui vous proposent des sujets enfin, sur lesquels vous vous positionnez ou ça fonctionne, le sujet est proposé par les services ou c'est plutôt Alors, quelqu'un euh, qui... alors là, dans mon cas, je rends à César ce qui est à César. La question initiale, c'est vraiment celle d'Hugo, qui D'accord. lui a eu le mérite de pouvoir se rapprocher de Marc Beaumont d'une équipe de recherche pour répondre à ces questions initiales, hein, parce qu'il trouvait que le CK Quest manquait de soutien scientifique. Moi, c'est vraiment le manque de ces 49%, le fait qu'il m'en ait parlé et qu'on me propose ce projet qui m'a donné envie de poursuivre parce que je trouvais ça super intéressant. Pour les autres étudiants de la faculté de Brest, c'est la fac qui relaie en fait des projets. Comment? Pour cette année, je sais pas forcément. Je crois que notamment la fondation Ildis qui a beaucoup proposé des projets autour des maladies, enfin sur les enfants, tout ce qui est, j'ai oublié les termes, tout ce qui est paralysie cérébrale, etc. Moi finalement, enfin Marc me dit que c'est des idées personnelles, mais je connais presque qu'Hugo qui a réussi à. Enfin, il y a Hugo, peut-être que il y a il y a eu une idée autour d'une application aussi qui a été. Ouais. Bon, dans ce cas-ci, en tout cas, c'était une idée personnelle à la base. D'accord. En tout cas, c'est une super idée de s'appuyer sur les limites de la première étude pour rebondir et Mm. en faire une nouvelle parce que finalement, c'est jamais parfait et on peut toujours continuer comme ça de fil en aiguille. Moi, j'avais une question. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. J'avais juste une petite question. Alors, peut-être de non-initié et peut-être que ma question sur le contenu du projet. Juste au début, je me suis Oui. dit, mais on teste en fait ce test est réalisé. On cherche quelles sont les modalités qui vont permettre en fait de le rendre réalisable. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, enfin, est-ce qu'il n'y a pas, quelle est la proportion de patients qui n'arrivent pas du tout à réaliser le test en fait, pas du tout à faire une seule. Est-ce que ça biaise pas en fait le résultat? Est-ce que c'est fréquent ou pas fréquent que les patients n'arrivent pas du tout à réaliser en fait le test en appui, à se mettre déjà rien. Alors, à mon sens, quand on utilise ce test, alors ce test, il est très utilisé déjà pour un premier aparté dans le milieu de la kinésithérapie du sport. C'est un test D'accord. qui a énormément de données scientifiques, mais pour des populations sportives au niveau très spécifique. Après, en kinésithérapie libérale, moi, j'ai pu l'utiliser, ce test-là. Et en général, on l'utilise quand même chez des patients qui n'ont pas de... Enfin, quelqu'un qui n'arrive pas à faire au moins quelques répétitions, ça m'est jamais arrivé, puisqu'en général, comme c'est un test de performance physique, c'est déjà que la personne, quand on réalise ce test-là, a quand même quelques capacités. On fait pas D'accord. ce test-là, par exemple, à la sortie d'une opération, mise de prothèse d'épaule, par exemple, pour dire. D'accord. Oui, mais je vais interroger sur l'âge des patients en fait, parce que tout à l'heure on voyait du coup ça peut concerner, je ne sais plus quelle est la Ouais, limite, oui, 18-50, j'ai voilà. pris l'exemple. Voilà, hein, une période où J'ai- j'ai- rien que se tenir sur la force des bras peut être compliqué et du coup, si ouais, ça s'adresse à des patients plus âgés et non sportifs, je m'interrogeais en fait sur le fait qu'il puisse y avoir peut-être une proportion de patients assez conséquente qui n'arrivent pas à réaliser, ouais. mais Alors, effectivement.
sur une cible C'est vrai plus que la restreinte. diapo, elle avait pour but Oui, de marquer un peu marquer un peu le contraste. En pratique, c'est vrai que on l'utilise moins sur des personnes âgées. D'ailleurs, c'est aussi ce qui fait que l'étude en question, on la fera plutôt chez des 18-50 ans. C'est qu'après, à certains âges donnés, il y a une notion de polypathologie de l'épaule qui peut faire que le test peut être plus ou moins réalisable. vous avez dans les critères d'inclusion, du coup, vous aviez noté, enfin, que c'était, il y avait une restriction par rapport à l'activité physique des personnes ou pas forcément? Une restriction maximale Non, ou justement, minimale? est-ce que vous prévoyez d'inclure des patients qui font un minimal plutôt en fait, un minimum d'activité physique? Oui, c'est le but, hein. Enfin, après, on n'a pas forcément un regard. Si les patients font du sport, par exemple, on va pas ne pas les inclure. Après, le but, c'est effectivement d'avoir des données sur une population qui est relativement sédentaire, même si elle est saine. Il y a un certain nombre de critères de non-inclusion aussi qui ont été définis dans les protocoles. Euh, mais oui, oui, le but, c'est de faire sur une population de 18 à 50 ans de la vie de tous les jours, j'allais dire, hein, qui représente la population générale, quoi. Et du coup, les 247 patients, c'est des patients qui vont être hospitalisés, qui ont des séances de kinésithérapie, de rééducation. C'est qui en fait les 247 patients? Alors, c'est des patients qu'on va recruter. Du coup, là, il y avait la fiche. Principalement, je pense, pour les catégories jeunes, un peu comme l'avait fait Hugo à la faculté de médecine. Et l'idée ensuite, c'était de pouvoir proposer par voie d'affichage, que ce soit là en direct ou numérique, euh, aux, euh, aux salariés du CHU de Brest, des différents pôles, de participer à l'étude en fait par voie d'affichage ou sur leur enfin sur leur intramail. Euh, donc c'est la principale voie de recrutement qui est établie aujourd'hui. C'est des patients sains en fait, donc ils sont pas forcément pris en séance. Mm. C'est voilà, si je réponds à votre question. Mm, mm, Oui, mm. c'est le volontaire Oui, oui, sain. j'avais pas vu. Oui. Et j'avais des Ouais, questions c'était aussi sympathique. sur, tu as dit assez régulièrement qu'il y avait une équipe d'accompagnement autour de toi Oui. pour mener à bien le projet. Et qui sont en fait les membres qui t'accompagnent? C'est des équipes expertes en recherche au sein de l'école ou de la fac ou Alors, moi, pour ma part, mon principal interlocuteur, c'est Marc Beaumont, du coup, mon référent mémoire, qui est du coup, si je n'abuse pas ton titre, référent de la recherche paramédicale au CHU de Brest. Et du coup, je bénéficie de ses contacts au sein du CHU de Brest. Euh, j'ai pas retenu tous les noms de l'équipe qui t'entoure, mais qui chapeaute un peu le projet, et qui me permet moi de connaître les échéances, justement par exemple du comité de protection des personnes, qui m'a permis d'effectuer des réunions avec le bureau de recherche et d'appel d'offres du CHU. Donc c'est plus une équipe au sein du CHU qu'au sein de mon école. et quand tu as fait, tu disais que ton parcours, il était assez sinueux parce que se lancer dans la recherche quand on est débutant ou novice, c'est compliqué. Et je me Mm. posais la question, dans les débuts, tu disais que tu avais fait ta recherche de littérature. Et qu'est-ce qui, a posteriori, si tu as un regard critique sur ce que tu as pu effectuer, qu'est-ce qui t'a manqué pour être plus performant dans ta recherche de littérature ou pour être plus rapide? Tu vois, les débuts, c'est toujours un peu houleux, mais aujourd'hui, avec ton regard, qu'est-ce qui t'a manqué? Euh, je dirais que c'était vraiment la première fois que je me lançais sur une revue de littérature en ce sens-là. Donc je dirais que j'ai été un peu trop large, je pense. Au début, on a du mal à savoir réellement ce que l'on cherche. Euh, il y a eu deux temps, en fait. Il a fallu, dans un premier temps, complètement se retirer de la voie qu'avait empruntée Hugo pour essayer de trouver des nouvelles choses dans un premier temps. Mais du coup, après, on a envie de tout trouver et on s'attend à tout trouver dans la littérature. Euh,
Donc en fait, il a fallu, en discutant avec des collègues ou en allant chercher, on a eu quelques cours aussi de recherche spécifiques sur PubMed, etc. Recadrer un peu la recherche et pour en fait vraiment savoir ce qu'on désire trouver réellement au début. Je dirais que si je devais refaire. Après, il y a des aspects techniques. Je sais que, par exemple, formuler une équation de recherche, initialement, quand on n'est pas habitué, les mots-clés qu'on utilise dans les bases de données font qu'on se retrouve sur 1 milliard de propositions et d'articles et qu'il faut savoir trier derrière. Donc, je trouve que c'est ça qu'on acquiert avec le temps, une capacité à mieux définir ces mots-clés, à mieux isoler des articles qui nous semblent avoir une, un fondement scientifique plus établi. Et du coup, on traite moins de données finalement, mais c'est des données plus pertinentes, quoi. Ok, merci. J'espère que. Oui, si, ça répond. Moi, j'ai eu la chance après presque du coup d'avoir, enfin la chance et une malchance d'avoir un cadre qui était déjà là. Du coup, je pense qu'au début, j'ai trop voulu m'en défaire pour m'approprier l'étude, mais c'était aussi une chance parce que du coup, quelque part, les mots-clés et le chemin final, il était aussi tracé, quoi. Ok. Il y a d'autres Merci questions. Théophile. Oui, voilà. Est-ce que si vous avez d'autres questions, on peut les relayer un petit peu? Non, on va remercier. Là, je n'ai pas d'autres questions qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup Théophile pour ton intervention. Très intéressante et très motivante, en espérant que ça fasse, ça inspire d'autres étudiants peut-être à faire le même parcours. En tout cas, je te remercie pour cette intervention. On te souhaite bonne chance pour le projet. J'espère qu'il y aura beaucoup de volontaires ça en fait pour venir y participer. N'hésite pas. Du coup, j'imagine que tous les recrutements là sont centralisés sur Brest, parce que vous devez voir les patients sur Brest, j'imagine. Ouais, l'inclusion se fera sur Brest. Après, si des patients sont désireux de participer et qui sont pas brestois, on les prendra quand même, hein. Ah oui, Mais vous bon, arriverez à faire les tests à distance? à distance, ce sera compliqué. Mais Ce sera s'ils ont l'envie et la motivation de se déplacer, on les accueillera à bras compliqué. ouverts, hein. Eh ben, écoutez, n'hésitez pas si vous voulez participer. Et puis, le réseau peut toujours vous accompagner en fait pour vous diffuser là, le projet. Mais bon, voilà. Voilà, avec plaisir pour vous accompagner. Et puis, merci pour ton intervention et bonne continuation dans le projet. Ouais, merci à vous. À moi de vous remercier de m'avoir offert un temps de parole. Et puis, j'espère que les participants ont pu profiter de ce premier retour d'expérience. Merci à vous. Merci. Merci.